Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode 3 du moteur graphique dans la console en Python. Alors si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes, eh bien le lien sera dans la description. Et d'ailleurs le code de chaque épisode y sera présent aussi. Alors dans l'épisode précédent, on avait vu comment créer un carré comme celui-ci, mais sauf que quand je me déplace à l'intérieur du carré, vous voyez qu'il y a un petit bug qui se produit, parce que les coordonnées Z du sommet deviennent négatives, et donc quand on le projette, les coordonnées deviennent inversées et donc ça crée ce petit bug. Mais ça, on va voir comment le régler après. Donc, on s'était arrêté là la fois d'avant et quelqu'un dans les commentaires a précisé qu'il fallait rajouter ici time.time parce que sinon, pour la première image, la valeur de delta t devient énorme et donc si on fait une animation au début, ça créera un gros bug, un gros jump. Donc, en effet, il faut mettre time.time. Ensuite, ce qu'on va faire maintenant, c'est implémenter l'algorithme de clipping. À quoi va nous servir cet algorithme? Et bien, comme vous l'avez vu dans l'exemple précédent, quand on rentre dans un sommet, le sommet change de position parce que les coordonnées Z sont négatives et donc quand on projette, vous avez une sorte d'inversion des coordonnées. Et en plus de ça, si notre sommet devient proche de la caméra, dans la projection, il peut y avoir une division par 0. Donc ce qu'on va faire à la place, c'est de définir un plan devant la caméra, dont si un sommet est en dehors de ce plan, on va le couper de manière à ce qu'on garde les parties visibles. Alors dans les vraies librairies graphiques, on définira plusieurs plans pour enlever les parties invisibles, mais nous, on va juste se contenter d'un plan qui s'appellera le Near Clipping Plane. Ce sera suffisant pour ce qu'on souhaite faire. Pour définir ce plan, on aura besoin d'un vecteur normal qui sera le même que celui de la caméra et on aura besoin d'un point du plan. Donc on pourrait le définir par la distance entre la caméra et le plan. Vous pouvez même comprendre pourquoi dans certaines animations ou certains jeux, il y a des petits bugs où l'on voit que le plan coupe notre objet. Sinon, comment réaliser l'algorithme de clipping sur ce plan? Alors, on peut distinguer 4 cas possibles pour un triangle. Tout d'abord, quand les 3 points du triangle sont en dehors du plan. Dans ce cas, on remarque que la caméra ne peut pas les voir et donc il serait logique de les rejeter. Ensuite, quand on a nos 3 points mais qui sont à l'intérieur de notre région, alors le triangle est complètement invisible, donc on n'a pas besoin de clipping ici, on affiche tout. Ensuite, si seulement 2 points sont à l'extérieur de notre région visible, ce qu'on peut faire, c'est calculer l'intersection entre le point invisible et nos 2 points qui ne sont pas visibles, créer un nouveau triangle à partir de ces 3 points et enfin rejeter les autres sommets. Pour notre dernier cas, on a un sommet à l'extérieur et 2 sommets à l'intérieur. Donc là, ce sera un peu plus compliqué. On devra, comme avant, calculer l'intersection où les sommets à l'intérieur et le sommet à l'extérieur se coupent avec notre clipping plane. On va rejeter le sommet qui est à l'extérieur et à partir de nos 4 nouveaux sommets, on va devoir créer 2 triangles. Et puis voilà, on a nos 4 cas qui sont traités et on pourrait se dire que c'est terminé. Mais je voudrais considérer autre chose qui sera important pour la suite, c'est l'orientation des triangles. Jusqu'à maintenant, on n'a pas réfléchi à comment implémenter l'orientation des triangles, mais pour les algorithmes futurs, ce sera important, comme par exemple le face culling. Donc ce qu'on souhaiterait faire, c'est de définir l'orientation des triangles dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire qu'on va définir pour chaque sommet du triangle cette orientation précise. Donc dans le clipping, on va faire en sorte de reconstituer nos triangles dans l'ordre qu'on a défini. Mais après, vous verrez qu'il y aura un petit problème pour définir l'ordre. Vous pouvez y réfléchir maintenant, mais ça, on y reviendra. Alors, revenons au code. J'ai envie de définir une liste de triangles qui ont été clippés. Donc dans cette liste, il y en aura 0, 1 ou 2. Et donc clip, ce sera la fonction pour clipper nos triangles. Donc puisque c'est une liste, on va devoir appliquer la fonction peu de triangles pour tous les triangles de cette liste. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que j'ai écrit peu de triangles en une ligne entière? J'imagine que c'est bien plus clair de le faire en plusieurs lignes. Voilà, à la place de triangle, on va mettre clipped triangle et je vais commencer à implémenter ma fonction clip qui prendra en paramètre un triangle, la position de la caméra et un vecteur normal au plan du clipping. Tout d'abord, je vais appeler znear la position du point sur le plan. Et pour cela, je prends la position de la caméra et je l'ajoute à la normale du plan multipliée par une constante. Cette constante définira la distance entre notre caméra et le plan. Je vais la mettre à 0,1. Alors comme on l'a vu avant, on ne souhaiterait pas mettre cette constante à 0 parce que sinon on risque d'avoir des divisions par 0. Ensuite, on va définir 2 listes, in et out. Dans la liste out, il y aura les points qui sont hors de la région visible et dans la liste in, il y aura les points qui sont dans la région. Et pour faire cela, on aura besoin d'une fonction. Je vais définir la fonction inZ qui va prendre en paramètre le vecteur normal au clipping plane, le point au clipping plane et un triangle. Et cette fonction va nous renvoyer une liste de triangles qui sont soit à l'intérieur de notre région ici, ou alors à l'extérieur de cette région. Pour faire cela, on va prendre le produit scalaire entre la normale du plan et le vecteur formé par le point et le point du plan.
Si ce produit scalaire est positif, donc dans cette région-là, alors il est à l'intérieur de notre région qu'on cherche. Mais s'il est négatif, ça veut dire qu'il est dans l'autre région. Cela, on le fait pour les 3 sommets du triangle. Donc c'est ce qu'on va implémenter pour notre fonction inZ. On va créer la liste out pour les points en dehors de notre région et la liste in, underscore bien sûr, pour la liste des points dans notre région. Donc pour le point numéro 1, je prends le produit scalaire de nos deux vecteurs et bien sûr je dois définir la fonction produit scalaire. Donc je peux faire cela dans la librairie de maths qui prendra deux vecteurs en parallèle et je fais l'addition de la multiplication de chaque composant du vecteur. J'aurais pu implémenter ces fonctions pour notre classe vecteur, mais je préfère le mettre en dehors parce que c'est un peu plus propre comme ça, j'imagine. Revenons sur notre moteur graphique. Maintenant, on peut appliquer la même chose pour chaque sommet et ensuite, je vais placer chaque sommet dans la liste qui lui correspond en fonction de si le produit scalaire est positif ou négatif, comme on l'a vu juste avant. Et maintenant, je peux définir nos 4 conditions. S'il n'y a aucun point du triangle qui est en dehors de notre région, ça veut dire que tous les points sont dans notre région et donc ils sont visibles. Et donc, on va retourner notre triangle en entier. Après, c'est exactement comme on a vu avant. S'il y a 3 points à l'extérieur de notre région, ça veut dire que le triangle n'est pas visible et donc on peut le rejeter. Il ne sera pas dessiné. Donc là, c'était facile, mais maintenant, ce sera un peu plus dur. Et si il y a un seul point en dehors de notre région, alors on devra créer 2 triangles. Alors, on va faire comme je vous l'ai dit avant, on va calculer l'intersection entre les points à l'intérieur de la région avec le point à l'extérieur de la région. Et pour cela, on aura besoin d'une fonction qui calcule l'intersection. Alors, au montage, je vois que je l'ai appelé line plane collision. Alors, un nom un peu plus approprié, ce serait line plane intersection. Et c'était juste pour le préciser. On aura donc besoin d'un algorithme qui calcule cette intersection et pour cela j'en ai trouvé un sur internet et ça se présente comme ça. On calcule le produit scalaire entre la normale du plan avec le vecteur formé par nos 2 points. S'il est parallèle, alors c'est égal à 0 et donc il n'y a pas d'intersection. Mais nous on va juste renvoyer 0, 0, 0 pour que ça ne fasse pas planter l'application. Ensuite l'algorithme je l'ai trouvé sur internet, donc je ne suis pas sûr de comment ça fonctionne. Une fois notre algorithme implémenté, on va continuer notre clipping en calculant la deuxième intersection pour notre triangle. Maintenant, je peux renvoyer ma liste de mes 2 triangles. Le premier se fera avec le point collision 0, le point in 0 et le point collision 1. Le deuxième triangle sera formé du point collision 1, in 0 et in 1. Vous remarquez que j'essaie de placer les points dans l'ordre des aiguilles d'une montre comme on l'avait dit avant. Et maintenant, si on a 2 points en dehors de notre région, on va devoir renvoyer un triangle. Donc je refais comme avant, je prends l'intersection avec le point à l'intérieur et nos 2 points à l'extérieur et pour tous les points j'essaie de le placer dans le bon ordre des triangles. Maintenant, revenons à notre put mesh. J'ai fait une petite erreur. Il faut enlever liste de clipped triangle list pour put triangle. Et sinon, on peut remplir la fonction clip avec notre triangle, la position de la caméra et le vecteur où la caméra regarde qui est le même que celui du plan. Alors, je pourrais directement le placer en paramètre, sauf que je préfère le calculer d'avance. Donc, je crée ma variable lookat qui est égale à cam.getLookAtDirection et ensuite, je le passe en paramètre de notre fonction. Ça réévitera de faire les calculs à chaque fois pour chaque triangle, une perte de performance. Sauf que là, si vous lancez votre programme, vous aurez une erreur parce qu'en effet, on n'a pas encore implémenté la fonction getLookAtDirection, donc la fonction qui renvoie le vecteur où la caméra regarde. Et donc pour créer ce vecteur, on aura besoin des coordonnées sphériques. C'est un peu complexe d'expliquer comment fonctionnent les coordonnées sphériques comme ça, mais en gros, la formule pour convertir les coordonnées sphériques de notre lookat direction en coordonnées cartésiennes, eh bien, c'est cette formule. En gros, pour expliquer l'intuition, on part de notre vecteur forward direction de l'épisode précédent, sauf que y est à 0. Mais dans notre lookat direction, on veut pouvoir regarder en bas et en haut. Et pour cela, on doit inclure le sinus du pitch. Sauf que quand on regarde en bas et que ça marche, eh ben, si on tourne, on a un petit problème. Les formules de moins sinus de Yao et cosinus de Yao ne sont plus valables. C'est plus la même formule. Et ben, en fait, il faut prendre en considération le cosinus du pitch pour chacun. Et on se retrouve avec cette formule. Sinon, vous pouvez aller creuser plus loin sur Internet sur comment les coordonnées sphériques fonctionnent. Parce que sinon, les coordonnées sphériques dépassent même parfois le cadre de mes connaissances en maths. Et puis voilà, une fois cela fait, on peut tester et on remarque qu'il y a une petite erreur. Et en effet, j'ai oublié d'implémenter la fonction signe- pour les vecteurs en 3 dimensions. Donc je retourne dans ma librairie de maths et je crée mon opérateur sub. Donc ce sera la même chose que add mais avec les signes moins. Vous pouvez le faire avec les vecteurs en 2 dimensions, mais là on n'en a pas besoin donc je ne l'implémente pas. Je peux maintenant retester et on remarque que tout fonctionne correctement. On peut désormais se déplacer à l'intérieur du carré.
Je peux même déplacer le clipping plane pour qu'il soit un peu plus loin de ma position, donc je vais le mettre à 1. Et là, on remarque vraiment bien la coupure. Je remets comme avant parce que c'est mieux et on va passer à la suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une optimisation qui s'appelle le face culling. Et pour comprendre cette optimisation, imaginez qu'on a un cube ici. La question que je vous pose, c'est combien de faces au maximum est-ce qu'on peut voir en regardant dans un sens? On peut tout d'abord prendre ce petit exemple où on est face au cube et donc on distingue qu'une seule face. Si on se déplace un peu vers la droite, on peut avoir 2 faces. Et si on se déplace un peu vers le haut, on remarque qu'on a 3 faces. Est-ce que c'est possible d'avoir plus de 3 faces? Est-ce qu'on peut se déplacer d'une manière à avoir 4 faces par exemple? Eh bien, la réponse c'est non. Il ne peut pas y avoir plus de 4 faces visibles depuis une direction donnée. Bien sûr, tout ça en considérant qu'on ne fait pas de transformation de l'espace assez bizarre. Mais si on peut voir au maximum 3 faces, on peut se dire qu'on n'a pas besoin de faire le rendu des 6 faces du cube. Et vous aurez raison, de cette manière-là, on aurait moins de 50% des triangles qui seront affichés. Eh bien, l'algorithme qui permet de retirer ces faces qui ne sont pas visibles depuis le champ de la caméra s'appelle le face culling. Vu que notre moteur graphique est écrit en Python, qui est déjà très lent, je suppose que ce sera indispensable. Mais alors, comment implémenter cet algorithme? J'imagine que vous vous souvenez qu'à un moment dans la vidéo, j'avais dit que l'ordre des triangles comptait. On avait même défini le sens des triangles qui était dans le sens des aiguilles d'une montre. Et maintenant, regardez ce qui se passe si j'applique une rotation au triangle. Vous voyez que petit à petit, l'orientation du triangle change depuis l'angle de la caméra. Et donc, grâce à cette propriété, on peut définir que les triangles qui sont visibles ont une orientation vers le sens des aiguilles d'une montre. Et les triangles invisibles, au contraire, seront définis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si on y réfléchit bien, on voit que ça prend sens. Vous voyez que à l'intérieur du cube, les triangles sont définis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les triangles invisibles, et pour ceux visibles, ils gardent la propriété d'être dans le sens des aiguilles d'une montre, même si on déplace le cube. Et donc maintenant, on peut rejeter les triangles qui sont définis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ils ne seront pas pris en compte dans le rendu, ce qui améliorera dans notre cas drastiquement les performances. Et maintenant, comment détecter si un triangle est défini dans un sens ou dans l'autre? Alors pour cette partie et les suivantes, je me suis un peu inspiré de cette vidéo, de quelqu'un qui a fait une série similaire. Et donc, le principe de cet algorithme, c'est de calculer la normale à la surface. Et si la normale pointe vers la caméra, alors on peut garder le triangle. Et sinon, s'il pointe vers l'autre sens, alors on rejette le triangle. Dans ce contexte, pointer vers la caméra signifie que si on rejoint la position de la caméra à un coin au hasard, ce triangle en 2 dimensions ou alors cette ligne sera visible si l'angle qui est ici est inférieur à 90 degrés et il ne sera pas visible s'il est supérieur. Donc cela peut vous faire penser au produit scalaire. Et en effet, on va utiliser le produit scalaire du vecteur formé par un des sommets au hasard et la position de la caméra avec la normale à la surface. Les sommets visibles sont devant vous et les sommets invisibles sont à l'opposé. Donc on pourrait les rejeter et on gagnera en performance. Donc retournons à notre moteur graphique. Je vais créer un vecteur ligne qui sera la différence entre un point et un autre de notre triangle. Je vais faire la même chose pour une deuxième ligne. Et je vais créer mon vecteur de la surface à la normale en prenant le produit vectoriel de mes 2 vecteurs, comme je l'ai expliqué avant. Bien sûr, dans ma librairie de maths, je devrais créer ma fonction produit vectoriel, alors je l'appelle cross-product parce que c'est défini en anglais, et donc j'applique la formule et ça va me renvoyer un vecteur 3-dimensionnel qui sera perpendiculaire à V1 et V2. Donc on a notre normale à la surface et maintenant on cherche à savoir si ce triangle est visible. Donc comme je l'ai dit avant, on prend le produit scalaire de la normale à la surface avec le vecteur formé par un des sommets moins la position de la caméra. Vous pouvez prendre n'importe quel sommet. Après on regarde si cette condition est inférieure à 0 et si c'est le cas, on peut faire notre petit triangle. On va tester cela et on voit que si je vais derrière le carré, eh bien il disparaît exactement comme on l'avait prévu. Mais attendez une seconde, si je rentre à l'intérieur du cube, on remarque que parfois le triangle disparaît. C'est étrange, pourquoi est-ce que quand je rentre dans un triangle, parfois il disparaît? Eh bien si vous regardez l'autre côté où le triangle est censé être disparu, vous voyez qu'il est apparu. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser le truc, mais le problème c'est que quand on applique le clipping, parfois
les triangles se recréent mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que là on a notre triangle qui est défini dans le sens des aiguilles d'une montre et quand on va faire le clipping, on remarque qu'un triangle est défini dans le sens des aiguilles d'une montre et l'autre triangle est défini dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc le face culling va le rejeter. Et ça c'est le gros problème de mon algorithme de clipping. Donc si vous avez un meilleur algorithme de clipping, vous pouvez faire une pull request sur GitHub. Mais sinon, comment je réglerai ce problème? Tout d'abord, il faut comprendre d'où vient ce problème. Si on définit nos 3 sommets dans ce sens, l'algorithme de clipping va s'exécuter normalement. Ensuite, si je le décale d'un sommet, alors tout fonctionnera bien, sauf que si on le décale encore une fois, notre algorithme va créer des triangles dont le sens vont être différents. Si vous y réfléchissez bien, on voit bien que les 2 sommets sont inversés. Donc ma solution serait de détecter ce sommet et pour cela, on peut prendre le produit scalaire du vecteur formé par le point sur le plan moins le premier sommet avec la normale, multiplié par le produit scalaire du vecteur formé par le point sur le plan moins le 3e sommet avec la normale à la surface et on regarde s'il est supérieur à 0. Vous pouvez remarquer que pour les 2 autres cas, ce produit scalaire est inférieur à 0. Donc maintenant, grâce à ce moyen de détecter si c'est un mauvais sommet, alors si c'est le cas, on va inverser le triangle. Et donc maintenant, dans tous les cas, le triangle soit dans le bon sens. Et ça marche aussi pour le cas où ça forme un seul triangle. Maintenant, implémentons cette solution. Donc, je vais rajouter ici isInverted si on doit l'inverser. Et ensuite, ici, on va appliquer notre formule. Puisque les produits scalaires ont déjà été calculés, on peut juste multiplier vert1 par vert2 et le comparer pour voir s'il est supérieur à 0. Et maintenant, on peut écrire si isInverted est vrai, alors on va renvoyer le même triangle, mais avec une inversion des sommets. Donc premièrement, s'il y a un sommet à l'extérieur, je peux remplacer les 0 par les 1 pour inverser. Et sinon, pour notre dernier cas, je vais inverser un sommet. Comme je l'ai dit avant, je ne suis pas satisfait de cet algorithme, mais si vous en avez un meilleur, vous pouvez le proposer dans le pull request de GitHub. Donc là, si on teste, on voit qu'on peut traverser le triangle sans difficulté, tout fonctionne correctement. Si on va dans l'autre sens, le face culling fait que notre triangle disparaît, et puis voilà, tout fonctionne correctement. Maintenant, on va passer à la lumière. Comment fait-on pour illuminer une scène comme celle-ci? Eh bien, on pourra utiliser les caractères ASCII ou autres, comme dans cet exemple. Il faut qu'on ait un truc qui influence le pixel à la fin, comme par exemple quand il fait sombre, on veut afficher un point, et quand c'est lumineux, on veut afficher plutôt un arrobase. Tout d'abord, il me semble logique de déclarer une source de lumière. Donc, je peux définir ma classe LightSource qui va pour l'instant que prendre une position en paramètre et voilà, on cherchera une manière d'obtenir la luminosité, donc un certain caractère, grâce à une fonction qu'on va appeler diffuseLight. Donc comme vous pouvez le deviner, on va utiliser la lumière diffuse. On souhaite passer en paramètre de cette fonction notre source de lumière, notre normale à la surface et un seul sommet de notre triangle. Et à la fin, on va remplacer notre caractère par nos caractères générés par la fonction diffuseLight, donc lightSTR. Je vais ensuite créer une variable que je vais appeler lightGradient qui va comporter la luminosité de chaque caractère trié dans l'ordre, du moins lumineux au plus lumineux. Donc je peux mettre un point, une virgule, 2 points et ainsi de suite. Maintenant, je vais définir ma fonction diffuseLight qui va prendre en paramètre notre source de lumière. Et d'ailleurs, je vais simplement changer le nom ici de LightSource par seulement Light, la normale à la surface et un sommet. Pour calculer cette luminosité, je vous conseille de regarder la vidéo sur le ray marching où j'avais expliqué un peu les principes de la lumière qu'on va implémenter, c'est-à-dire une lumière ambiante et une lumière diffuse. On va pas faire de lumière spéculaire parce que j'imagine que ce sera pas trop visible, mais dans cette vidéo, j'expliquais que pour trouver la lumière diffuse, il fallait prendre le produit scalaire de la normale à la surface avec le vecteur formé par la position de la lumière moins un sommet. Et ces vecteurs doivent être normalisés. Et donc en fait, c'est comme si on mesurait le cosinus de l'angle. Et à la fin, on aura des valeurs entre -1 et 1. Bon bref, je vous conseille de regarder la vidéo pour mieux comprendre la lumière diffuse. C'est une des formes de lumière les plus simples à réaliser. Donc pour faire cela, on va créer un vecteur light direction qui sera égal à ce qu'on a dit avant, donc la position de la lumière moins un sommet. Light direction, c'est peut-être pas le meilleur nom à prendre. Mais bon, on va continuer comme ça et on va créer notre variable intensity qui prendra le produit scalaire entre light et direction et on le normalise avec la normale et on la normalise. Comme ça, on aura un vecteur de norme 1. Donc maintenant, dans notre librairie de maths, je vais créer une méthode normalize où l'on va prendre la norme grâce au théorème de Pythagore
et on va diviser chacun de ces composants par la norme. Et maintenant, on pourra renvoyer le caractère en fonction de son intensité. Plus que ça se rapproche vers 1, plus que ça tend vers arrobase. Donc je vais faire un round pour arrondir mon intensité. Et puisqu'il est entre -1 et 1, je vais le multiplier par le nombre de caractères de light gradient. Et je vais rajouter un -1 pour ne pas avoir de problème de out of range. Là, on pourrait se dire qu'on a terminé. Sauf que si l'intensité est négative, eh bien, on veut que l'intensité reste à 0. Donc pour une intensité négative, je vais renvoyer le moins lumineux des caractères. J'aurais pu renvoyer un caractère vide, donc un espace, mais après je trouve que ça fait un peu moche et c'est toujours bien d'avoir un peu de lumière ambiante. Donc pour tester dans notre main.py, je vais créer une source de lumière aux coordonnées, je sais pas, à 3, 5, -1. Dans PutMesh, je vais rajouter ma lumière. Et maintenant, si je lance, je remarque que mon carré est un peu gris, je dirais. C'est-à-dire que la position de la source de lumière fait que notre carré devient un peu gris. Donc j'imagine que ça fonctionne. Et on va le voir après que ça fonctionne réellement. Après, n'oubliez pas que chaque triangle possède une unique luminosité. On va pas créer un système de fragments où pour chaque pixel du triangle, on va calculer une luminosité précise. Le résultat sera beaucoup mieux, sauf qu'on n'a pas assez de performance et après c'est assez difficile de faire un système de shaders, tout ça. Donc on va se contenter de ça. Mais pour mieux pouvoir distinguer nos triangles, eh ben, je vous propose d'en créer beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on va passer à l'importation de modèles dans notre moteur graphique. Alors là, on est dans notre logiciel de modélisation 3D où l'on pourra modéliser les objets qu'on souhaite. Alors personnellement, j'utilise Cinema 4D, les vrais connaissent, mais des logiciels gratuits comme Blender feront largement l'affaire. En tant que designer expert, je vais pouvoir créer un magnifique modèle comme ce cube et je vais pouvoir le sélectionner, incroyable. Et enfin, je peux l'exporter. Donc je fais File, Export et je clique sur wavefront.obj. J'imagine que dans Blender, ce sera similaire. Vous pouvez utiliser d'autres formats si vous le souhaitez, mais bon, OBJ, ça correspond plutôt bien à ce que l'on veut faire. Mais sinon, dans le GitHub, je vais directement mettre le .obj exporté. Donc par défaut, pour moi, c'est comme ça. Vous voyez que mon cube fait 200 cm de longueur, largeur et hauteur et je vais le mettre à l'échelle, donc je vais mettre 200 cm ici pour avoir un cube entre -1 et 1 ou plutôt -0,5 et 0,5. Bon, vous aurez pu directement le faire dans les paramètres du cube et ensuite on va devoir désactiver les coordonnées UV. Donc on met ça à none, on n'en aura pas besoin. Les normales, alors, on les a déjà calculées, donc on n'en aura pas besoin, on peut les enlever. Et notez qu'on aurait pu en effet utiliser ces normales à la place des normales que l'on a calculées. Une fois tout désactivé, je ne pense pas désactiver Flip Z Axis, je pense qu'on n'a pas besoin de désactiver. Et enfin, je peux enregistrer mon cube.obj dans le même fichier que notre moteur graphique. Comme je l'ai dit avant, je vais le fournir avec dans le GitHub. Retournons dans notre moteur graphique et on voit qu'on a nos fichiers générés ici. Alors tout d'abord, on a notre cube.mtl qui sert de base à définir les matériaux, mais puisque nous, on n'a pas de matériaux, on n'a rien du tout et on ne va pas les utiliser, donc on peut supprimer cube.mtl. Maintenant, intéressons-nous à cube.obj. On voit dans les premières lignes wavefront.obj, file généré par Cinema 4D, on s'en fiche, matériel libre aussi. Et nous, on va s'intéresser au V ici et au F ici. Si vous voyez des choses différentes, comme par exemple des slash, des vertex normales, tout ça, c'est que vous avez mal configuré l'étape d'avant. Les V, ce sera nos vertex ou alors nos sommets. Et donc, comme indiqué, il y a 8 sommets dans un cube et les F représentent les faces. C'est-à-dire comment créer des triangles à partir de nos sommets juste en haut. Et vous voyez que les F contiennent des nombres entre 1 et 8. Et en fait, ces nombres de 1 à 8 serviront à indexer nos sommets dans cet ordre. Et vous voyez qu'il y en a 6 pour les 6 faces du cube. Et donc, à partir de ces chiffres, on va pouvoir créer nos faces à partir des triangles. Mais pour chaque ligne, comment sont définis chaque triangle? Donc, prenons par exemple la première face qui est composée des chiffres 3, 4, 2, 1. On aura un triangle défini par les index 3, 4, 2 et un autre triangle qui est défini par les index 2, 1, 3. Donc, avec la première ligne, on pourra définir deux triangles. Et ensuite, c'est le même principe pour les autres lignes. On aura un triangle qui est défini par 5, 6, 4 et un autre qui est défini par 4, 3, 5. Ensuite, un autre triangle qui est défini par 7, 8, 6 et un autre par 6, 5, 7. Et pour cela, pour tous les faces du triangle. Et oui, on peut créer deux triangles par face. Après, vous pouvez vous dire que peut-être que ces triangles sont générés dans le mauvais sens. Et bien ça, vous allez découvrir après. Donc on va chercher à extraire chaque triangle de chaque face. Ensuite, on a un cas particulier où on a
une face avec 3 chiffres. Et bien dans ce cas c'est plus simple, on peut juste créer un triangle grâce à l'index de ces 3 chiffres. Après vous pouvez peut-être croiser une face avec plusieurs chiffres. Alors ça j'ai jamais vu ça de ma vie. Le maximum que j'ai vu c'est 3 chiffres et 4 chiffres. Mais sinon, plus que ça, j'ai jamais vu. Mais j'imagine que si vous croisez quelque chose comme ça suit le même pattern que pour les 4 chiffres, jusqu'à preuve du contraire. Mais personnellement, j'ai jamais vu ça. Ou alors, j'ai pas assez analysé les fichiers .obj. Dites-le moi en commentaire si vous connaissez mieux. Mais nous, on va seulement considérer les deux cas en haut, à savoir les faces avec 3 ou 4 nombres. Alors, dans moteur graphique, je vais créer une fonction loadObject. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, comme load, mesh ou model, qui va prendre en paramètre un chemin et qui va nous renvoyer une liste de triangles qu'on pourra passer à putmesh. Alors dans cette partie, ce serait peut-être bien différent de ceux qui codent dans d'autres langages, mais nous on va la faire de la manière de Python. On va faire with open file path en mode read et as file, comme ça on récupère notre fichier. Encore une fois, si vous avez une meilleure manière pour importer, vous pouvez me le proposer sur GitHub, mais moi je vais le faire de ma manière pour que ce soit clair. Et donc je vais extraire tout d'abord chaque ligne. Donc nous on va tout d'abord enlever les caractères de fin et on va séparer nos caractères par des espaces. Et ça pour chaque ligne de notre fichier. Si la ligne bien sûr contient un caractère de changement de ligne. Et pour tester si ça marche, je vais faire un print line. Donc dans mon main.py, je vais enlever temporairement la boucle et je vais appeler ma fonction. Et maintenant, si je lance, on voit bien que ça m'a extrait chaque ligne séparée par des espaces. De cette manière, on pourra détecter les premiers caractères V pour vertex et F pour les faces. Ensuite, je peux créer deux listes, vertex et face. Et donc pour toutes nos lignes, si le premier caractère c'est un V, je vais d'abord créer une variable vertex qui sera une liste de tous nos coordonnées. Ensuite, on peut faire un append pour notre liste de vertex en convertissant notre liste vertex en vecteur 3. Et maintenant, quand on l'affiche, on voit qu'on a notre liste de vecteurs en 3 dimensions, donc de toutes nos positions. Alors là, les data classes seraient bien pratiques parce qu'on pourrait les voir. Ou sinon, si vous voulez les visualiser, vous pouvez créer une classe string, un truc comme ça. Mais nous, c'est pas grave, on n'a pas besoin de les visualiser. Une fois qu'on a extrait tous nos sommets, on va extraire les faces. Donc si le premier élément c'est un F, alors on peut faire face.append. Et donc là, on convertit en liste tous les nombres qu'il y a après le F. C'est pour ça qu'on fait 1, 2 points et on les convertit en integer. Si j'affiche cette liste, on voit bien que ça correspond à nos faces de notre fichier à droite. Et maintenant, je vais enfin créer ma liste de triangles. Donc, pour chaque face dans notre fichier face, on va regarder si on a 3 nombres, si vous vous rappelez bien. Et dans ce cas, on peut tout simplement créer un triangle à partir de l'index de chaque face. Donc, on récupère les nombres 0, 1 et 2. Ensuite, on remarque que ces index vont de 1 à 8, alors que ça ne respecte pas les standards de Python. Dans notre cas, ça va de 0 à 7. Donc, on va devoir faire -1 à chaque fois. Ainsi, on a notre premier triangle formé. Et on va faire la même chose dans le cas où on a 4 nombres par face. Donc, dans ce cas, on va créer 2 triangles. Le premier triangle avec les 3 premiers nombres et le deuxième triangle avec le troisième nombre, le quatrième nombre et le premier nombre. Après, comme je l'ai dit avant, si vous voulez inclure un plus grand nombre de faces, j'imagine qu'il y a le même pattern qui se répète. Mais nous, on considère seulement pour 3 et 4 nombres par face. Enfin, on peut renvoyer notre liste de triangles. Dans notre main.py, je peux réactiver notre boucle et ainsi je vais créer un cube à partir de notre objet cube. Et maintenant, à la place de carré, je vais mettre cube. Et maintenant, je peux lancer mon programme et visualiser mon cube avec la lumière qui fonctionne. Rappelez-vous, on a une seule luminosité par face. Si je rentre dans le cube, les faces seront tous pointées vers l'extérieur, donc on ne verra plus rien. Et maintenant, j'ai envie de créer une sphère. Je vais créer une sphère comme celle-ci, je vais diminuer le nombre de polygones et je vais le mettre juste ici, à côté du cube. Donc je vais exporter mon modèle, je vais mettre le même nom même si ce n'est pas approprié et je vais lancer mon programme. Donc là on voit nos deux objets, sauf qu'on remarque que quand on se dirige vers notre sphère, on a notre cube qui passe par devant. C'est étrange, alors que dans l'autre sens, c'est pas le cas. Notre cube en fait, il est dessiné devant notre sphère, car en fait, il est dessiné en dernier. Après, juste pour le fun, voici ce que ça donne le point OBJ de notre modèle. Mais alors, comment régler ce problème? Comment faire afficher notre sphère en dernier? Et d'ailleurs, plus généralement, on souhaite savoir comment afficher les triangles qui sont les plus proches de la caméra en dernier.
Alors dans les vraies librairies graphiques, vous aurez quelque chose du type tester chaque fragment, donc chaque pixel du triangle, à une liste de profondeur comme le Z-buffer, et donc on connaîtrait la profondeur de chaque pixel du triangle. Et d'ailleurs, j'ai expliqué ça très brièvement dans ma vidéo sur comment le rendu graphique dans différentes librairies graphiques fonctionne. Je vous invite à aller la voir. Mais nous, puisqu'on n'a pas la possibilité de le faire de cette manière-là et on n'a pas les performances pour, on va le faire d'une autre manière, qui n'est certes pas parfaite mais qui fonctionne tout de même. Donc comme je l'ai dit avant, on va chercher à dessiner les triangles les plus proches de la caméra en dernier. Et pour cela, la meilleure façon sera de les trier en fonction de la distance entre la caméra. Donc on va trier chaque pixel dans un ordre où les triangles les plus proches seront les derniers de la liste. Et cela pour chaque image. Donc revenons dans notre moteur graphique et on va créer une fonction distance triangle caméra qui va prendre en paramètre un triangle et qui va nous renvoyer une distance float. Dans cette fonction, on va créer un vecteur position qui sera un vecteur qui sera de la position du triangle jusqu'à la position de la caméra. Après, pour déterminer précisément la position du triangle, on va faire un arrondi. Donc on va prendre la moyenne des positions de tous nos sommets. Donc on les somme et on va diviser par 3. Et donc ça va nous donner à peu près le milieu du triangle, donc la position la plus précise de ce triangle. Et on va faire moins la position de la caméra, comme ça on a notre vecteur de distance. Et maintenant, pour avoir la vraie distance, on va chercher à trouver la longueur de ce vecteur. Donc on peut créer une fonction .length, et ça dans notre librairie de maths. Donc on applique le théorème de Pythagore, et d'ailleurs dans Normalize, on réutilise cette fonction, donc je remplace, et puis on a terminé. On peut maintenant calculer la distance entre un triangle et la caméra. Après, au montage, je remarque une petite optimisation qu'on peut faire. Vous voyez le racine carré ici, il sert à rien. En fait, on n'a pas besoin de calculer la longueur du vecteur, on a juste besoin de calculer la distance relative entre chaque vecteur pour la trier. Donc si on omet le racine carré, on aura juste la norme du vecteur au carré, et c'est tout à fait utilisable dans notre cas où l'on souhaite comparer les distances entre les différents triangles avec la caméra. Mais dans ce cas, on devra renommer notre fonction length square ou un truc comme ça. Donc on va vouloir trier notre liste de triangles, donc la liste mesh. Et là, je vois que j'ai fait liste vecteur 3. Ça doit plutôt être liste de triangles, je me suis trompé là-dessus. Donc je peux écrire mesh.sort, ce sera notre fonction de distance entre un triangle et une caméra. Et on va mettre reverse égale à true pour placer les triangles devant en dernier. Et maintenant, en testant, je vois bien que si je me mets devant la sphère, elle apparaît devant le cube. Et si je me mets devant le cube, elle apparaît devant la sphère. Et alors, tout fonctionne correctement. Je peux traverser les objets, je vois que le face culling fonctionne, je vois aussi que notre lumière diffuse fonctionne, notre lumière ambiante aussi. Et maintenant, amusons-nous à créer autre chose. Je vais créer un petit cylindre, je vais un peu ajuster les paramètres comme le rayon ou le nombre de segments. Je vais enfin l'exporter, je vais mettre test.obj pour distinguer un peu. Et là, quand on lance, on voit rien. Pourquoi? Parce qu'on est à l'intérieur du cylindre. Et donc ça peut faire causer des problèmes à certains qui vont se dire « Ouais, mais pourquoi ça marche pas pour moi ?» alors qu'en fait, ça fonctionne. Et donc pour corriger cela, je vais un peu changer la position de la caméra pour la mettre un peu derrière. Et là, tout fonctionne correctement. Il y a peut-être un petit bug de lumière ici, mais c'est pas grave, j'imagine que c'est un peu la calculation qui fait un truc, je sais pas. Maintenant, essayons de mettre un texte. Je vais le centrer et je vais mettre ma police préférée. Et maintenant, en lançant, on voit que ça lag un peu, mais c'est pas ça le plus important, c'est que l'on remarque qu'il manque des faces. Et en effet, quand je crée un texte, souvent, il manque des faces pour certaines lettres. Et je trouve ça bizarre, il faut, j'imagine, enlever le face culling pour que ça marche correctement, mais après on va perdre encore en performance. Mais on peut un peu distinguer le texte quand même. Maintenant, on va tester avec un modèle assez complexe où l'on va augmenter le nombre de segments, je sais pas, à 50. Donc là, on a un résultat assez lisse. Donc si je lance mon moteur graphique, les performances sont terribles. Mais en contrepartie, on voit bien la forme apparaître. C'est assez joli, on voit bien les ombrages, tout ça. Je trouve que c'est bien fait, mais c'est dommage que les performances soient aussi merdiques. Donc si vous rajoutez plus de polygones, ça deviendra plus réaliste. Alors là, je vais tester de mettre plusieurs objets, je vais changer le nombre de segments, je vais créer un peu des donuts dans certains sens. Et puis quand je lance ce fichier, on remarque que ça fonctionne correctement et que les performances, ça va. C'est pas trop mauvais, mais ça lag un peu. Maintenant, testons avec un terrain.
Je vais créer un petit terrain et je vais ajuster un peu les paramètres, comme ça lag pas trop. J'ai créé mon petit terrain comme celui-ci. Maintenant, je vais l'exporter. Voyons voir ce que ça donne. Et voilà, on a un terrain du type de ce que vous avez vu au début de la vidéo. La lumière ambiante fonctionne. Maintenant, voyons voir ce que ça donne quand on change la position de la lumière. Et donc, je vais la faire diriger vers le bas. Et on peut maintenant s'émerveiller du beau petit coucher du soleil, et ben sans soleil, et on voit progressivement la nuit apparaître. Merci d'avoir regardé ma première série de vidéos, et peut-être que, comme certaines personnes me l'ont fait remarquer, pour la suite je devrais plus prévoir la série à l'avance. Et sinon, si vous êtes intéressé, je peux faire un épisode 4 où on peut faire des translations d'objets, peut-être un peu la physique, de l'optimisation, ou même peut-être recréer un petit Minecraft. Vous pouvez me le faire savoir en commentaire. Et sinon, pour la suite de la chaîne, je prévois de faire des vidéos sur les fractales 3D. Je trouve que c'est un thème intéressant et pas assez mentionné, et ça utilise la technique de rendu du ray marching. Si vous ne connaissez pas, alors je vous conseille de voir la vidéo, c'est assez intéressant. J'espère que vous y apprendrez plein de choses. J'avais peut-être prévu de faire une série de tutoriels sur le ray marching, mais après ça me prendrait beaucoup de temps et j'ai des trucs à côté, donc j'ai décidé de faire un site internet du type cours et formation. Et donc si vous voulez vous former sur le ray marching, les shaders, tout ça, ou alors juste pour soutenir la chaîne, vous pourrez commander mes cours et formations sur le ray marching. Et j'imagine que je ferai cela dans pas longtemps, donc faites-le moi savoir en commentaire si vous êtes intéressé. Je vous laisse là-dessus et merci de m'avoir écouté.